La théorie du genre, comme tout chez l'être humain, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. C'est dangereux parce que l'enfant commence à douter alors qu'il n'y a pas de raison qu'il doute de ça, sauf si on veut le fragiliser. Donc on est en train d'augmenter le nombre de gens qui vont se sentir tout sauf mâle ou femelle de l'espèce humaine. Je vois pas le projet, à part de rendre les gens, je pense, de plus en plus malheureux, parce que je vois pas l'avantage qu'il peut y avoir à renforcer le fait de ne pas se sentir un homme ou une femme dans une société. C'est là le gros problème, et qui est pour moi un crime contre l'humanité. Je le dis clairement. L'OMS là-dedans a joué un rôle extrêmement délétère, de nouveau, contre l'humanité. Bonjour Dr Chaton. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour cette interview. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute FMH et sexologue clinicien. Ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, hein. On a déjà eu l'occasion de discuter de la transidentité, les questions de dysphorie de genre et d'autres questions en lien avec les transitions chirurgicales par le passé. Aujourd'hui, on va aller à la racine de ce bouleversement social qu'on connaît depuis quelques années en parlant de la théorie du genre, qui est une théorie philosophique qui étudie comment les rôles, les comportements et les identités de genre sont formés et comment ils varient d'une culture à l'autre au fil du temps. C'est une théorie qui remet en question l'idée que le genre est déterminé par le sexe biologique et elle souligne plutôt que les notions de masculinité et de féminité sont construites et qu'elles dépendent de facteurs sociaux, culturels, politiques, économiques, etc. En d'autres termes, on ne naît pas homme ou femme, on le devient. On sait que les détracteurs de cette thèse pensent qu'elle n'est qu'une croyance ou une idéologie comme une autre et qu'elle n'a rien de scientifique. Alors aujourd'hui, je vais vous poser la question, puisque vous êtes un professionnel de la santé. À l'heure où l'éducation nationale statue sur la nécessité de permettre aux jeunes de s'informer de ce qu'est la transidentité, j'aimerais vous demander votre point de vue de sexologue et de psychiatre. Est-ce que la théorie de genre, elle est valable? Et est-ce que c'est vrai que l'identité sexuelle, c'est une construction sociale? C'est une question très riche et très complexe. Et je vais l'aborder par un petit peu d'histoire personnelle. Au début où je m'occupais de ces situations, ayant travaillé, pendant que je travaillais avec le professeur Jean-Yves Desjardins, dont je vous avais parlé, eh bien, dans les congrès, j'essayais justement de faire passer l'idée qu'il n'y avait pas de déterminisme à se sentir de l'autre sexe, que c'était quelque chose de développemental. Donc, en quelque sorte, si on veut, j'avais de l'avance sur les théories du genre qui actuellement sont légion et sont vraiment promeuvent cette idée que finalement, ça n'est pas fixé, que le sexe biologique n'a pas d'importance et que c'est la société qui nous imposerait nos genres à la naissance, sexe assigné à la naissance, comme s'il n'y avait rien de dur là-dedans. Alors la réalité se situe entre deux. C'est-à-dire qu'il y a bien deux sexes biologiques, à quelques exceptions près. Il y a quelques pourcents de la population qui effectivement on a de la peine à classer en mâle ou femelle de l'espèce humaine. Mais en gros, vous avez presque 50-50, 50% de mâles et 50% de femelles. Un petit avantage à la naissance au profit des mâles, puisqu'ils sont plus fragiles, il en faut un petit peu plus pour qu'à l'âge adulte on s'y retrouve. Ça, c'est une réalité biologique. Et puis bon, après, est-ce qu'on se sent bien en tant que mâle ou femelle de l'espèce humaine dans une société donnée? Bien ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ça va être développemental. Et pendant longtemps, ça n'était pas admis. C'était quelque chose qui était considéré comme des fadaises. On cherchait le gène de l'homosexualité, on cherchait le gène de la transidentité. Actuellement, on est passé juste dans l'excès inverse, puisque tout serait déterminé socialement, comme le pensait d'ailleurs Monet à l'époque de ses expériences avec les jumeaux, expérience entre guillemets. Non, il y a une base biologique sur laquelle va s'étayer un sentiment d'être
un petit mâle de l'espèce humaine, ce qu'on appelle un garçon, puis ensuite, ou une petite femelle, c'est ce qu'on appelle une fille, puis ensuite un homme, une femme. Et ça, c'est important que du point de vue social, il y ait quelque chose qui permette de se marquer cette différence sans qu'on ait besoin de chaque fois se déshabiller. C'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Alors maintenant, on appelle plus ça stéréotype sexuel, mais stéréotype de genre. Enfin, je m'en fiche un peu, c'est du vocabulaire. Ma question, c'est oui, qu'on puisse marquer ces différences et puis qu'on puisse être reconnu comme différent, puisque c'est important en termes, pour l'instant encore, d'accouplement et de descendance. Alors, la théorie du genre, ben, comme tout chez l'être humain, on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. Actuellement, c'est très difficile d'être dans la science de manière générale quand on considère l'être humain, même en médecine. On se plante parce que dès lors qu'on essaye de la considérer comme une science, c'est un art, la médecine. Bon, par rapport au développement de l'être humain, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre d'un art que de devenir un homme ou une femme. Puis bon, il y a des idéologies. Alors, il y a l'idéologie comme quoi il faudrait s'autodéterminer et puis que la société ne devrait pas du tout tenir compte des sexes biologiques de base. Donc c'est à la fois biologique, si je résume ce que vous avez dit, mais à la fois comportemental. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à devenir un homme ou une femme, mais qu'il y a une partie qui est innée, qui est en nous. Il y a des aspects, oui, il y a des aspects qui sont innés. Enfin, les hormones n'agissent pas la même chose sur le cerveau. Et évidemment, les petits mâles, déjà in utero, vont avoir une influence de la testostérone à un moment donné qui va colorer, si on veut, le cerveau de manière différentielle par rapport à la petite femelle. Mais si on veut, c'est des aspects qui sont chez l'être humain pas si prégnants que ça. Dans le sens que dans le développement, il peut y avoir plein de choses trappes qui font que ça devient difficile de se sentir bien appartenir à son centre biologique. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème d'ailleurs de ces idéologies. C'est que vendant le fait qu'on peut choisir, enfin, si tu as un zizi, on dit un petit garçon, si tu as un zizi, tu n'es pas forcément un petit garçon, il faut que tu sentes ça au fond de toi, comme j'ai appris que certains le faisaient avec des enfants. C'est dangereux, parce que l'enfant commence à douter, alors qu'il n'y a pas de raison qu'il doute de ça, sauf si on veut le fragiliser. Est-ce qu'il y a des études qui montrent quelle est la part biologique dans cette affaire et combien de forces peuvent amener ces facteurs sociaux, quelle influence ils peuvent avoir dans le... J'en connais pas. Et je veux dire que ce serait extrêmement difficile de les produire, parce que justement, on ne peut pas séparer l'aspect sociétal. Comment voulez-vous faire une étude qui ne tienne pas compte de l'aspect sociétal, de l'aspect... c'est extrêmement difficile. Par contre, on peut le voir en clinique, qu'on peut soutenir un développement, ou on peut effectivement l'amoindrir, selon les présupposés que l'on a en clinique. Et bien vous aurez des résultats tout à fait différents selon qu'une personne consulte tel thérapeute ou tel autre, selon ses connaissances et son idéologie. L'avenir d'une personne sera très différent. Mais là aussi, c'est difficile de faire des études. On pourrait en faire. Mais de là à ce qu'elles soient en double insu, etc., je veux dire, on peut se rendre compte, oui, que c'est développemental par le fait qu'on arrive à aider les personnes à se sentir mieux dans leur peau. Donc on peut au contraire voir qu'il y a des interventions qui les fragilisent. Et les personnes qui soutiennent l'idée que un homme peut se sentir femme, une femme peut se sentir homme, enfin voilà, que c'est cette idée de fluidité de genre, elles pensent qu'il y a une grande part de facteurs sociaux, culturels, et la part biologique, elle est nulle. Alors, elle n'est pas nulle, justement, c'est là où il y a une part biologique, mais c'est vrai qu'elle est peu déterminante. Elle joue un rôle, quand même, qui influence sérieusement les choses, mais disons, elle n'est pas suffisante pour que ce soit... vous voyez que s'il n'y a pas des interventions sociales, vous ne puissiez pas influencer les choses. Alors Monet avait raté avec le petit qu'il avait préconisé, qui avait été donc en quelque sorte dont le pénis avait été fortement endommagé par une circoncision. Eh bien,
il avait préconisé de l'élever en fille, puis que ni vu ni connu, tout irait bien de cette manière-là. On a vu qu'une fois qu'on lui a appris que non, il était à la base un garçon, il en a conclu, ah ben je comprends pourquoi j'étais tomboy, et puis ben, en fait, je veux devenir ce que j'étais à la base et que je sentais. Ouais, je ne sais pas si les téléspectateurs savent de quoi il s'agit exactement. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce qui s'est passé avec cet enfant à la base? Donc c'était un enfant qui a été circoncis, et puis la circoncision a raté. Alors exactement comment la circoncision s'est faite, je ne sais pas. Certains parlent du fait qu'on aurait cautérisé le prépuce, je ne sais pas. Toujours est-il que le pénis a été endommagé, et que dès lors, reconstruire un petit pénis sur cette base, c'était extrêmement difficile à l'époque. D'ailleurs, ça l'est toujours. Et dès lors, Monet a préconisé qu'on continue à transformer chirurgicalement en femelle ce petit mâle de l'espèce humaine, et puis qu'on l'élève en femelle, et puis que très probablement il ferait une vie heureuse de cette manière-là. Il se trouve que Monet, à ma connaissance, travaillait par rapport aux ambiguïtés sexuelles dans un service où ils avaient traité des ambiguïtés sexuelles, puis que là, ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient. On s'est rendu compte que je m'en opérais trop tôt, qu'il fallait plutôt attendre avant d'opérer. Enfin bref, il avait cette expérience-là des ambiguïtés sexuelles, mais qui étaient des ambiguïtés non pas générées par une erreur de circoncision, mais par la nature. Il fallait bien s'en occuper d'une manière ou d'une autre pour essayer, dans une société où on a des hommes et des femmes, d'aider ces personnes à se mettre dans une des deux cases. Voilà. Les détracteurs, en tout cas de la théorie du genre, pensent que l'expérience qu'a menée Monet, c'est la preuve que cette théorie, elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas amener sur une histoire de cas une preuve, voyez. Mais ça montre, en tout cas, certaines difficultés qui sont liées au fait qu'on a affaire à un être humain. Et là, dans ce cas-là, l'imprégnation hormonale avait joué un certain rôle, et apparemment c'était un garçon qui était, une petite fille qu'on avait tenté de l'élever, disons ça comme ça, qui était plutôt tomboy, c'est-à-dire garçon manqué, c'est-à-dire qui était assez intéressé par les activités de garçon, etc. Bon. Et lui, quand on lui a dit la réalité de ce qu'il était à la base, c'est-à-dire un petit mal de l'espèce humaine, mais qu'on avait essayé de transformer, il s'est dit, toute ma souffrance, je la comprends, et puis voilà, il faut que je redevienne comme j'étais. Mais comme d'autres peuvent, pour des raisons X, Y, avoir une difficulté à se sentir, justement, il y a des petits garçons qui sont plus doux, plus tendres, qui s'intéressent plutôt aux activités des filles, sont plus à l'aise avec ça que dans les activités des garçons, et dont le sentiment d'être un garçon peut être fragilisé. Et de même, si on lui dit, tu sais, c'est pas parce que tu as un zizi que tu es un garçon, il peut se dire, c'est pour ça, et donc je ferais mieux d'être une fille. Mais avec l'être humain, c'est justement pas clairement déterminé. C'est là la grosse difficulté. Et c'est là où on a affaire à chaque fois à un individu et qu'on a à être extrêmement prudent, à conclure. Et c'est ce à quoi je suis chaque fois confronté. C'est qu'on veut des certitudes. Non, on n'est pas dans ce domaine-là. On est dans le domaine de la complexité. Et on ne peut pas avoir ces certitudes-là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en France, la théorie du genre, elle est dans les manuels de SVT. On a des programmes scolaires qui incluent des interventions d'associations qui sont parfois plutôt militantes, qui vont mettre l'accent justement sur le fait que l'identité sexuelle, c'est une construction sociale, et ils vont faire la promotion de la fluidité du genre, de la non-binarité. Ça, c'est au prétexte d'une plus grande inclusion qu'ils le font. Ils soutiennent que ça pourrait permettre de lutter contre les discriminations, ce qui est peut-être vrai. On va vraiment encourager en tout cas les élèves qui se définissent comme non-binaires à poursuivre dans leur affirmation de leur identité, et puis on va inciter les élèves à remettre en cause leur identité de petits garçons, de petites filles, ainsi que l'orientation affective qui est la leur. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on pousse les élèves comme ça à s'interroger sur leur... Je pense que ça les fragilise.
Moi, pendant longtemps, arguant du fait que c'est développement phase, je disais, c'est important de faire des interventions, notamment chez des enfants, pour les aider à investir leur sexe de base. Et dès lors, comme adultes, ils seront moins dans un risque de se sentir mal dans leur peau, euh, de petit mâle, par exemple, pour un garçon, ou de petite femelle pour une fille. Et j'avais supervisé justement une psychologue pour enfants qui a eu, je crois, enfin plusieurs cas, trois cas, de garçons qui se sentaient mal dans leur peau et qu'elle a accompagné, et qui se sentaient même de l'autre sexe, et qu'elle a accompagné à bien se sentir dans leur peau, qui ensuite fait une évolution tout à fait favorable, comme jeune homme, puis sans doute à l'âge adulte. Enfin, j'ai pas de suivi, mais disons, on peut imaginer. En tout cas, elle m'en a plus reparlé comme ayant régressé. Bien, c'était justement pour dire, faisons en sorte de les soutenir dans leur... Là, c'est juste l'inverse qu'on est en train de faire. On est en train de les fragiliser et ça a une influence. Donc, on est en train d'augmenter le nombre de gens qui vont se sentir tout sauf mâle ou femelle de l'espèce humaine. Alors, je ne dis pas qu'on gagne à avoir seulement deux catégories. Il y a des sociétés où, vous l'avez dit dans la précédente interview, on a 5 catégories. Bon, pourquoi pas. Mais de là en avoir des dizaines, je vois pas le projet, à part de rendre les gens, je pense, de plus en plus malheureux, parce que je vois pas l'avantage qu'il peut y avoir à renforcer le fait de ne pas se sentir un homme ou une femme dans une société. Je suis tombée sur une étude de psychologues suisses qui montre qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui se définissent non-binaires. Oui. Et Ça m'étonne pas. selon eux, il est nécessaire d'accompagner en fait ces enfants. Donc eux, ils voient la chose un peu à rebours. Ils pensent que ce serait vraiment important que ces enfants-là se sentent inclus, qu'on leur donne la possibilité de faire qu'ils se sentent comme les autres. Oui, bien sûr qu'ils se sentent comme les autres, difficile, parce qu'on les renforce dans se sentir différents. Un troisième sexe, ou un quatrième, un cinquième, ou même on parle plus de sexe, on parle de genre, justement. On prône la diversité, et donc on encourage cette diversité. J'ai rien contre le fait qu'ils aient une place dans la société, mais je m'inscris en faux contre le fait qu'on favorise cela, qu'on multiplie ce genre de situation, parce que je ne pense pas qu'elle soit bonne. Que chacun ait sa place, je pense que c'est très important, mais sous prétexte d'inclusion et du fait que les gens se sentent accueillis et bien dans une société, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au genre et qu'on sape la construction des êtres humains? À mon avis, dans les classes, on a beaucoup plus de rouquins, de gros, forts, de gens qui sont pléthoriques, de gens qui portent des lunettes et qui sont ostracisés par les autres. Je pense que si on s'occupait de ça, au prétexte de l'inclusion et de l'accueil de la différence, on serait dans la cible. Mais pas en s'occupant du genre et en multipliant, en fragilisant les enfants. C'est là le gros problème. Et qui est pour moi un crime contre l'humanité. Je le dis clairement. L'OMS, là-dedans, a joué un rôle extrêmement délétère, de nouveau, contre l'humanité. Ça a déjà été le cas avec toute l'histoire Covid. Il y a assez de gens qui en parlent, mais là, on est en plein de nouveau dans une attaque contre l'humanité. Et sans parler alors aussi de la sexualisation qui est faite dans les écoles, c'est impressionnant pour le sexologue, le père, j'espère le grand-père que je vais devenir. Où allons-nous? Il y a d'autres études en France qui montrent que, en fait, derrière la question de ce désir de changer de sexe, il peut y avoir d'autres troubles psychologiques, psychiatriques, des dépressions, et qui mettent en évidence le fait que finalement, on est un peu en train de cacher le vrai problème. Et au lieu de chercher à résoudre à la racine un problème psychologique, on va tendance à proposer des solutions de chirurgie, de transition,
qui sont juste une façon de cacher le vrai problème. À l'époque, les équipes qui s'occupaient de ce genre de problème avaient justement montré qu'on avait le moins de cas, c'est-à-dire de suicide ou autre, après avoir fait ces interventions-là, si on sélectionnait bien les cas. Et donc, il fallait réduire les gens à qui on offrait l'hormonochirurgie ultime pour avoir des réussites. Et là, ils avaient assez belles réussites. Il n'y a jamais eu d'études sur le long cours à 5-10 ans, mais enfin, il y avait quand même, ça donnait l'impression, et à l'époque, moi, je faisais partie de l'équipe de Genève qui s'occupait de ce genre de choses. Oui, je l'ai fait. Pas longtemps, mais je l'ai fait. On avait l'impression qu'on faisait du bon boulot. Mais actuellement, on prend n'importe qui. Et le plus tôt, le mieux, à la limite, dans certains pays comme la Hollande ou autre. Et puis maintenant, on en vient. Il y a des préconisations dans ce sens-là, mettre des bloqueurs d'hormones. Et il n'y a plus de sélection. On va dans le mur. Je prédis une casse à ce niveau-là. Il y aura de plus en plus de gens qui voudront détransitionner, mais qui auront été jusqu'au bout. Et là, on fait quoi? Pourtant, dans les données récentes que j'ai consultées sur Internet, j'ai vu que les interventions chirurgicales de réassignation de genre, elles peuvent améliorer le bonheur et la qualité de vie de nombreuses personnes transgenres, selon les dernières études qui seraient sorties, à condition que ces personnes soient bien accompagnées, qu'elles aient un soutien approprié, intégré dans une approche globale de soins. Qu'est-ce que vous pensez donc de ces données récentes? C'est vrai que j'ai pas regardé la littérature récente à ce sujet, donc je peux pas en dire grand-chose. Mais si elles sont faites par les équipes qui réassignent à tout va actuellement, je pense qu'elles sont sans doute pas très objectives, qu'elles ne suivent pas les gens extrêmement longtemps après la réassignation, qui serait le facteur important. Et je le redis, je pense que dès lors, comme on ne fait plus une grande sélection sérieuse, la personne se définit comme ceci et cela, et dès lors, elle a le droit à son traitement sans qu'on le remette en question le moindrement du monde. Je pense que, bien sûr qu'elles sont très contentes après l'opération, c'est fantastique, enfin, je me trouve moi-même, mais à la longue, quelle va être l'évolution? Parce que les problèmes que vous avez dans la vie, vous devez de toute façon y faire face. La difficulté de vie, elle est de toute façon inhérente à votre vécu. Et quel que soit le sexe dans lequel vous vivez, vous aurez des difficultés à affronter. Et donc, ce qui posait problème, est-ce qu'on l'a vraiment résolu? Dès lors qu'on ne fait pas d'évaluation, je pense qu'il y a beaucoup moins de chances que dans les équipes de l'époque, où vraiment il y avait un suivi très important sur le plan psychologique. Je pense qu'actuellement, probablement, on a beaucoup lâché sur ce plan, et que dès lors, je ne vois pas comment ça pourrait être fantastiquement mieux. J'ai vraiment de sérieuses craintes, malgré ces études qui, peut-être bien montrent qu'on est très content d'avoir fait ça. Combien de temps après l'opération? En tout cas, en votre qualité de sexologue, vous proposez une thérapie qui permet de faire la paix avec son sexe biologique. Donc, vous proposez aux personnes qui se posent des questions de se réapproprier leurs organes génitaux, leur corps. Et puis, c'est une sorte de thérapie, en fait, pour s'accepter comme on est. On a certains experts, cependant, qui pensent qu'il n'existe aucune preuve fiable que l'identité de genre peut être modifiée. On a certaines organisations médicales, notamment l'American Psychological Association ou l'American Psychiatric Association, qui soutiennent que ces thérapies, donc à l'instar des thérapies de conversion des personnes homosexuelles, elles sont potentiellement dangereuses. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pratiquez ces méthodes dangereuses? J'ai pas l'impression que c'est dangereux, non. Je vois pas sur quelle base ils se fondent pour dire que c'est dangereux. Les thérapies de conversion, alors là, oui, il peut y avoir certains dangers suivant comment c'est utilisé. Évidemment, si vous êtes dans une secte ou une église un peu sectaire où on a des dogmes et où on oblige, on impose, ça de toute façon c'est délétère. Mais prenons la question de l'avortement. Si on oblige une femme à avorter, on sait qu'on aura plus fréquemment des gros problèmes. Ou si on l'oblige à ne pas avorter, on sait qu'on aura plus fréquemment de gros problèmes, parce qu'on lui a imposé. Elle n'a pas eu le choix. Dans ce domaine-là, c'est la même chose. Si on impose quelque chose,
c'est-à-dire une thérapie de conversion parce que c'est pas acceptable par Dieu, etc., ben, on va avoir des problèmes. Mais actuellement, ce qui est fait dans nos sociétés, c'est en quelque sorte d'imposer le fait que chacun soit libre, etc. On est de toute façon dans le dogme. Alors, est-ce qu'on peut nous laisser la liberté de traiter, mais traiter honnêtement, de traiter avec conscience, et puis peut-être d'être entendu dans les congrès quand on amène autre chose que la parole officielle, qui est que ça se traite pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Je vous avais expliqué que j'avais jeté l'éponge à Sydney en 2007, parce que, voilà, on n'était pas dans la science. Ben, Qu'est-ce qui s'était passé exactement? ben, je veux dire, le spécialiste, qui est encore actuellement d'ailleurs le chairman de l'équipe, enfin du panel qui décide de que doivent faire les soignants pour accompagner les personnes transgenres. Donc c'est aux États-Unis, il y a une association, puis ils ont un panel. Ce gars-là, je ne vais pas donner son nom pour pas. Bref, ce gars-là est le président de cette équipe qui décide de quelles sont les bonnes pratiques pour s'occuper de personnes transgenres. Bien, ce cas-là, alors que j'étais le seul à présenter dans un panel de spécialistes de la question, j'étais le seul à aller à contre-courant de ce qui tout le monde préconisait dans ce panel lors du Congrès mondial de Sydney en 2007. Au lieu de me contredire avec des arguments valables, il a traité ma communication par le mépris en sortant lorsque je présentais, après avoir en plus plaisanté sur le titre de ma conférence, qui reprenait d'ailleurs pour partie le titre d'un de ses articles à lui. Bon, voilà, on n'est pas dans la science. On peut pas, on n'a pas eu ce débat. Ouais. Aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres avec qui vous êtes en contact, ils ont tendance à soutenir votre façon de voir les choses, ou bien... Certains, oui. C'est comme ça que j'ai pu enseigner. J'ai fait mon dernier cours en fin d'année passée à l'Université catholique de Louvain, parce que oui, le responsable de la formation, professeur de Souter, me laissait la parole pour parler du sexo-corporel, mais je prenais comme thème les questions d'identité sexuelle, d'orientation sexuelle si on avait le temps, et aussi je traitais de pédophilie. Bon, j'ai donné mon dernier cours. Alors, le dernier cours, ils ont quand même craqué. Ils m'ont demandé de parler d'autres sujets parce qu'ils en avaient marre de devoir récupérer à chaque fois les étudiants qui commençaient à dire que voilà, ils n'étaient pas d'accord, etc., etc. Ce qu'ils ne faisaient pas, en tout cas face à moi. Alors voilà, j'ai traité pour la dernière fois de vaginisme. Enfin, c'était voilà. Oui, pendant 20 ans, j'ai traité de ces sujets-là. Je pouvais le faire. Et c'était donc. Voilà, donc il y a un accueil, et puis il y a d'autres qui évidemment disent que Chaton débloque, que c'est du grand n'importe quoi, parce que c'est bien connu qu'on ne peut pas traiter ça. Mais dans la mesure où vous l'abordez seulement sur le plan psychique, c'est sûr que c'est difficile. J'utilise le sexo corporel, comme son nom l'indique, on travaille avec le corps des patients. Et là, on est dans la réalité plus dure des organes génitaux qui existent. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais disons, c'est pas pour rien que j'ai choisi le vaginisme comme dernier cours. Là aussi, on a une phobie au niveau des organes génitaux, une phobie de la pénétration. Ça se traite. Mais quand vous avez une phobie des organes génitaux, comme chez beaucoup de personnes qui vivent un transgenrisme ou un transsexualisme, comme je préfère l'appeler, c'est aussi quelque chose qui se traite. En tout cas, ce qui m'a surpris, c'est que sur Wikipédia, je suis tombée sur une définition justement de la thérapie de conversion. Et je me suis rendu compte qu'on mettait un peu tout dans le même panier, c'est-à-dire les pratiques religieuses qui voudraient faire qu'un homosexuel revienne sur le droit chemin, et puis les pratiques médicales qui vont s'intéresser à des personnes qui se disent mal dans leur corps. Et on va avoir tendance à tout classer en bloc et à dire, voilà, tout ce qui va avoir tendance à vouloir aider une personne qui est dans la difficulté, c'est de toute façon une thérapie de la conversion. C'est de toute façon quelqu'un qui veut s'en prendre à un désir qui naîtrait chez la personne. Il faudrait l'accompagner vers la chirurgie.
J'étais un peu surprise de voir. Alors, par rapport à l'homosexualité, ben, la seule pratique licite, c'est le coming out. Mhm. Euh, vous avez les guidelines de l'APA qui vont dans ce sens-là. Un thérapeute qui ferait miroiter à un patient qui souffrirait de son homosexualité, qu'il peut l'accompagner pour changer d'orientation, est un charlatan. Et donc, c'est interdit. On est dans un dogme. On est dans un dogme. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient d'ailleurs pendant longtemps le gène de l'homosexualité. Alors, manifestement, on y a renoncé, mais pour passer quand même dans le fait que ça ne se change pas, parce que les thérapies habituelles ne changent pas. Encore une fois, je ne suis pas pour qu'on oblige quelqu'un à changer. Mais est-ce qu'on a le droit de dire, écoutez, si vous en souffrez, que vous souhaitez faire une thérapie qui ne sera pas facile, peut vous aider, peut vous accompagner là-dedans. C'est pas une panacée. C'est quelque chose qui est pas du tout facile. On a affaire avec la patte humaine, mais on peut modifier les choses, contribuer à modifier les choses si une personne en souffre. Or, c'est quel critère d'un trouble, c'est qu'il y a une souffrance. Mais là, on n'aurait pas le droit de s'y adresser autrement qu'en disant, écoutez, votre souffrance, ma foi, il faut vous y faire. Il n'y a que le coming out comme solution. En tout cas, la plupart des psychologues aujourd'hui, je pense, ne seraient pas d'accord avec vous. Enfin, j'entends beaucoup de psychologues et de psychiatres qui disent que à partir du moment où une personne dit qu'elle est homosexuelle, c'est défini, c'est ancré, et puis le psychologue doit vraiment jouer un rôle d'accompagnant. C'est ça. Je pense qu'il y en a qui seraient vraiment surpris de vous entendre dire que vous avez une réserve là-dessus. Bien sûr, parce que quand on aborde ça sur un plan psychologique, oui, les psychanalystes, enfin, même les thérapies cognitivo-comportementales sont cassés les dents là-dessus. C'est un trouble sexologique. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on l'aborde par ce biais-là que ça va être facile. Mais on a des leviers de modification, de changement, et qui sont autre chose que se convaincre tout d'un coup qu'on aurait une orientation hétéro. Mettons, pour quelqu'un qui vivrait une homosexualité et qui en souffrirait, c'est pas une histoire de se convaincre qu'on est hétéro. Non, c'est de pouvoir développer cet attrait. Alors, évidemment, ce qu'on a développé, si on a développé vraiment un attrait homosexuel, admettons qu'on a vraiment développé. Souvent, les gens ont pas développé grand-chose, puis bon, ils se définissent comme ça, enfin, pour ceux que j'ai pu voir, mais d'autres, ils ont développé un peu, mais ils ont par exemple pas eu de contact dans la réalité, mais au niveau des fantasmes, ils ont développé quelque chose qui tient à s'exciter avec le même sexe. Par exemple, ça va, on peut pas l'effacer. C'est comme quand on sait faire du vélo, mais on peut construire autre chose. On peut construire un trait pour la différence. On peut renforcer le fait de se sentir bien dans sa peau d'homme et de s'intéresser sans trop de peur à la différence. On peut arriver à faire ça. Vous avez eu des exemples, vous, de patients qui ont, avec votre thérapie, qui sont parvenus à revenir... Oui. Et puis des personnes qui restent dans un investissement parce qu'ils continuent à aller nourrir leurs fantasmes en allant sur Internet. Bon, on peut voir de tout. Et c'est sûr qu'ils savent que ça les fragilise, mais parfois ils ont le droit. Bon, moi, j'ai rien contre. Simplement, ça rendra plus difficile d'investir leur projet. C'est tout. Mais on peut construire quelque chose de nouveau. C'est modifiable. C'est la même chose par rapport à un problème qui est autrement plus important. Sinon, pourquoi est-ce qu'on préconiserait des thérapies pour les pédophiles? Pédophile un jour, pédophile toujours. Or, je travaille beaucoup avec les tribunaux. Ils imposent des thérapies, alors bon, de 5 ans, etc. Mais pourquoi? Puisqu'on ne peut pas changer. Il faut être cohérent. C'est qu'on a quand même l'espoir que ça puisse changer, ou là, ça, c'est quoi le truc? Et quelle est la différence entre des codes d'attraction pour l'enfant par rapport à des codes d'attraction pour l'homme ou la femme? C'est des codes d'attraction. En tout cas, votre pensée, elle va vraiment à rebours de ce qu'on peut entendre à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait de déconstruire des stéréotypes sexués, c'est une bonne chose. Ça permettrait plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, disons, il y a une utilité à avoir des stéréotypes.
Et si on vise l'égalité, on est à côté de la plaque parce que nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. C'est pas seulement des idées où vous dites mes idées vont c'est des observations. C'est pas juste une opinion, c'est des observations que j'ai faites. Hein. Et les stéréotypes, ben, ils ont une utilité parce que les nouveaux, ils permettent de se reconnaître comme différents. Et nous sommes différents. Est-ce qu'on peut viser à une certaine équité? Ça, sans doute. Mais si on avait des raisonnements intelligents sur ces différences et sur ces inégalités, je pense qu'on ferait mieux société. Or, actuellement, c'est pas ce que j'observe. Et je peux vraiment pas être d'accord avec le discours féministe, troisième vague, etc. Ils sont à mon avis, à côté de la plaque. Vous avez des exemples, vous dites que les stéréotypes, ils sont bénéfiques à notre société. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Ben, je trouve que vos jolis cheveux longs sont une aide à voir que vous êtes une femme. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que ça aide. Quand on sait... Des fois, vous êtes dans la rue, et puis bon, vous avez des gens qui portent des cheveux longs, puis d'un coup, hop, la personne se retourne, puis vous voyez que vous avez affaire à un homme. Ah, bon, c'est un peu embêtant. Donc les stéréotypes peuvent aider à discriminer de ce point de vue-là. Bon, moi, je trouve que c'est une aide. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Mais si vous voyez, il faut chaque fois se mettre à poil pour savoir qu'on n'est pas du même sexe, ça peut devenir gênant, disons. Il y a quand même certains avantages à avoir des... Et là, j'enfonce des portes ouvertes, il me semble. Alors après, bon, dans les rôles, oui, est-ce que c'est à la femme de faire la vaisselle? Bon, heureusement, on a inventé le lave-vaisselle. Mais enfin, est-ce que c'est à la femme de faire certaines tâches ménagères plutôt qu'à l'homme? Ben, je suis entièrement d'accord sur le fait que ça, chacun peut l'envisager, etc. Mais la question, c'est qu'on demeure dans une réalité opérationnelle. C'est-à-dire que c'est important de reconnaître qu'il y a une différence entre un homme et une femme, et puis qu'il y a des signaux qui l'indiquent. Il me semble. De même, on fait la même chose. À ce tarif-là, les policiers, je ne sais pas pourquoi ils ont des uniformes. Pourquoi est-ce que les voitures de police, bon, il y en a des banalisées parce qu'il faut choper les gens, mais disons, quand il y a une voiture qui arrive avec des signaux quand il y a eu un accident, puis qu'on voit que c'est marqué police, on se comporte différemment. Et on leur doit une certaine reconnaissance d'autorité, par exemple, à régler le problème. De même, s'il y a un monsieur qui a une tenue particulière un peu verte, etc., puis qui arrive avec un masque et un petit bonnet dans une salle d'opération, tout le monde lui laisse faire, lui laisse couper pour ouvrir. Enfin, il y a des stéréotypes qui sont quand même utiles pour qu'on sache à qui on a affaire. Au même titre qu'une femme qui porte un jean, c'était une femme qui avait fait une expérience, j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui a publié sur YouTube, elle disait que depuis qu'elle portait des jupes, qu'elle avait arrêté de porter des jeans, elle s'était rendue compte qu'on la traitait avec plus de respect, de gentillesse, qu'on allait l'aider aussi dans la rue, par exemple quand elle portait des courses. Elle s'était rendue compte que depuis qu'elle portait des jupes, on venait l'aider à porter. Donc c'est vrai que certains marqueurs sociaux peuvent finalement aider à ce que les rôles soient un petit peu à leur place, et puis qu'on se traite les uns les autres avec différence et différence. Et pourquoi est-ce qu'on viendrait aider une femme à porter? Parce qu'on peut tenir compte d'une certaine réalité, c'est qu'elle a un petit peu moins de muscles qu'un homme, 40%. Enfin, un petit peu, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est une réalité biologique. Alors bon, bien sûr qu'il y a des femmes qui ont un physique de camionneur, mais enfin, ce ne sont pas la majorité. Comme il y a des hommes qui sont un petit peu freluquets, mais ce n'est pas la majorité. On va revenir un petit peu sur ce qu'on disait au tout début, donc les enfants et la théorie de genre qui est proposée dans les écoles. Finalement, qu'est-ce qui vous dérange dans la façon dont c'est présenté par justement des associations qui viennent faire la promotion de la binarité, de la non-binarité? Qu'est-ce qui pourrait représenter un danger pour les jeunes? Je pense que j'ai déjà évoqué, c'est la fragilisation que cela induit quasi automatiquement. Donc c'est pas tellement la façon de le présenter, c'est le fait qu'on le présente. Le simple fait qu'on le présente à cet âge-là, ça n'a pas lieu d'être. Concrètement, vous avez entendu ce qui est dit dans ces écoles Alors, c'est par oui dire. Je n'ai pas pu assister à des cours, mais enfin, il y a de plus en plus de témoignages avec des enfants qui sont d'ailleurs, pour certains, apparemment choqués, etc. Et
Et il y a le fait que on dirait aux enfants que c'est pas parce qu'ils ont un zizi qu'ils sont un garçon ou à l'inverse une zazette que sont une fille, des choses comme ça, qui sont des informations qui n'ont pas lieu d'être. Je répète, c'est des informations qui n'ont pas lieu d'être à cet âge-là. Mhm. C'est criminel que de faire ça, parce qu'on induit quelque chose chez l'enfant qui est une fragilisation dans son développement de petit garçon et de petite fille. Mhm. Et c'est pas comme ça qu'on fera que les hommes passeront plus l'aspirateur ou les femmes seront plus, enfin moins, comment dire, discriminés sur le plan du salaire dans les entreprises ou que sais-je. Mhm. En tout cas, selon la doctrine de l'OMS, c'est vraiment désormais le moment de promouvoir un modèle de société où l'enfant pourrait s'autodéterminer. Il serait émancipé de l'emprise parentale par une éducation à la sexualité sous l'autorité de l'État. Et il y a certains parents qui pensent que l'école fait de l'éducation à la sexualité en outrepassant son rôle, en imposant ses propres questions-réponses, sans laisser l'enfant venir avec ses propres demandes sur la sexualité, et qu'elle ne respecte plus l'autorité parentale qui était chère à Jules Ferry, le promoteur de l'école publique laïque, gratuite et obligatoire. Est-ce que vous pensez qu'on a retiré aux parents leur rôle dans cette éducation? Je ne pense pas qu'on l'a à ce stade retiré, mais on est en train de le faire. Pour l'instant, dans les textes de loi, c'est reconnu que l'autorité de l'éducation des enfants revient aux parents, mais on voit une tendance à ce que cette autorité-là soit donnée à l'État. Et ce que fait l'État, si un père le faisait dans la législation actuelle, eh bien, on aurait tendance à le criminaliser. Et l'État semble maintenant faire dans l'éducation sexuelle des avancées qui sont criminogènes, je dirais. Encore une fois, si un père le faisait dans sa maison. Et alors, pour l'instant, on n'a pas retiré ce rôle aux parents, mais dans ce que j'ai pu voir, des témoignages qui commencent à affluer, les parents n'ont plus autorité. Exemple, les parents disent textuellement « Je veux savoir quand mon enfant assistera à ses cours parce que je décide, moi, comme parent qui ai l'autorité quant à son éducation, qu'il ne doit pas assister à ses cours. » Ben, on lui dit « Mais vous n'avez pas le droit de décider de ça. » Et puis on ne vous dira pas quel jour ça se passera. Et même quand une maîtresse vient promettre qu'elle dira la veille à l'enfant qui aura le cours le lendemain pour que les parents qui ont clairement dit on ne veut pas que l'enfant assiste, eh bien, la maîtresse qui avait promis ça ne le fait pas et l'enfant assiste au cours et en ressort, c'est un témoignage d'un collègue, enfin, la fille d'un collègue, c'est le grand-père, lui, qui est en plus dans le domaine psy et qui a été par hasard chercher l'enfant avec la mère et qui l'a vu pétrifié à la sortie. Enfin, je veux dire, on est dans des faits de réalité sur le fait que on ne respecte pas l'autorité des parents. L'État s'arroge des droits qu'il n'a pas. Au nom de quoi? Qui décide de ça? L'OMS, jusqu'à preuve du contraire, c'est un organisme essentiellement privé, sponsorisé par un certain Bill Gates, par majorité. Au nom de quoi ces gens-là s'autorisent-ils ce qu'ils font? Ils disent au nom de la science, je suis désolé, non? Non, on n'est pas dans la science. Si j'ai bien compris, vous dites que le fait que les jeunes qui se définissent comme non-binaires sont en augmentation, c'est dû au fait que la société, l'État fait la promotion de la non-binarité depuis quelques années et non pas le fait que pendant des millénaires, tout le monde a été au fond de lui-même en questionnement de genre mais n'a jamais osé l'affirmer. En fait, vous dites que c'est quelque chose qui a été induit par la société et non pas quelque chose... Ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. La multiplication par 100 des demandes chez les femelles de l'espèce humaine par rapport à quand j'ai commencé ma pratique,
Ça, on va pas me dire que c'est juste qu'elles étaient tout en souffrance et puis que maintenant, enfin, elles peuvent trouver la liberté. Non, c'est la promotion qui a été faite aussi par les médias. Les médias jouent un rôle déterminant dans tout ça, actuellement. Comme ils ont joué un rôle déterminant dans toute l'affaire Covid. Nous sommes dans une société où je ne comprends, j'ai des idées là-dessus, mais je ne comprends pas ce qui est en train de se passer dans le fond, mais dans laquelle, après qu'on ait eu une propagande complètement délétère par rapport à la Covid, on a maintenant une propagande complètement délétère par rapport à l'éducation de nos enfants. Et dans la Covid, les enfants étaient attaqués dans le sens qu'il n'y avait aucune raison pour que on les confine, qu'on leur fasse porter des masques dans les écoles, et encore pire qu'on les vaccine. Et actuellement, il n'y a aucune raison pour qu'on les nourrisse à la sexualité adulte comme on est en train de le faire, à la théorie du genre, enfin, au fait que on ne serait pas des mâles et des femelles de l'espèce humaine et des hommes et des femmes en devenir pour eux. Je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement grave qui continue à se produire sur un autre plan et dont on retrouve les mêmes acteurs dans la propagande qui est faite. À la base, il y a l'OMS. Et nos gouvernements qui emboîtent le pas, mais d'un seul homme, sans aucune concertation avec nous, les gens qu'ils représentent. Et les spécialistes que nous sommes sont considérés comme des je sais pas, complotistes, comme quoi on dirait n'importe quoi. On est dans un monde de dingue. On est dans un monde de dingue. Je ne sais pas concrètement ce qui est enseigné dans les écoles parce que je ne suis pas étudiante, élève française, je n'ai pas d'enfant qui va à l'école, j'ai juste eu des ouï-dire et puis j'ai aussi vu des brochures, en tout cas qui sont sur Internet, qui sont accessibles par le plus grand nombre, qui montrent justement des planches à dessin avec un sexe féminin, un sexe masculin et un sexe non-binaire. Et en fait, c'est l'Éducation nationale française qui recommande ces planchettes, qui recommande ces brochures. Comme s'il y avait 3 catégories et que c'était la normalité. Et c'est vrai que n'importe quel enfant qui est un peu curieux, qui a entendu parler de ça à l'école, peut aller faire ses recherches, tomber sur ces dessins, et ça peut donner vraiment l'impression qu'être non-binaire, c'est une chose qui est normale. Donc effectivement, c'est... Et qui est tout, disons, aussi équivalente que mâle ou femelle. Enfin, homme, femme. Oui, bien sûr. Ça donne cette idée qu'il y a 33%. C'est complètement absurde. Mais disons, on pourrait y arriver, hein. À force de faire cette propagande, je ne sais pas comment pourra atteindre la société dans 20 ans, mais il y aura en tout cas un contingent qui va continuer à augmenter de non-binarité. Est-ce que les gens seront plus heureux? C'est ça qui m'apparaît le point fondamental dans tout ce que je suis en train de dire là. C'est que je ne quitte pas mon métier de soignant. Je me fais du souci sur le bien-être de la population. C'est ça mon point. Et mon analyse me fait penser que c'est délétère. Pour les enfants d'abord, et pour la société ensuite, dans son devenir. Finalement, parmi tous les patients qui sont venus vous voir avec des questionnements de genre, combien de pourcentage a décidé finalement de rester avec son sexe d'origine et de ne pas aller jusqu'à la transition à la chirurgie? Je peux pas faire de statistiques de ce point de vue-là. Mais, et puis surtout, j'ai pu le faire quand j'étais dans les institutions. À partir du moment où j'ai été installé, on m'avait taillé une réputation que j'ai pas plus de transphobe, homophobe, machin, etc. Et puis, une collègue qui maintenant est décédée s'en occupait beaucoup. Et donc, ils allaient tous chez elle. Mais disons, j'ai quand même réussi à avoir, à intéresser un certain nombre de patients à l'époque où j'étais aux institutions à faire l'essai. Et à ce moment-là, la proportion, je peux pas le dire. Puisque j'ai eu une situation alors, qui était assez extraordinaire en termes d'illustrer la plasticité de cette chose. Un homme qui se sentait femme, qui avait fait des enfants, etc. J'en avais parlé et qui vraiment pendant plusieurs années s'est bien senti dans sa peau d'homme et puis qui ensuite a régressé complètement.
Mais j'ai aussi cette jeune femme, et j'en ai eu comme ça quelques-uns, suffisamment pour me dire oui, c'est possible. Plus que dans ce qu'on trouve dans la littérature au titre de la psychanalyse ou des thérapies justement d'exorcisme. Il y a 2 cas d'exorcisme qui sont décrits dans la littérature, de personnes qui se sentaient trans et puis qui ont évolué par exorcisme. Puis 2 cas, à l'époque, j'ai pas fait la littérature récente, mais traité en psychanalyse. J'ai eu plus de cas de gens qui, oui, ont pu se réconcilier avec leur sexe d'origine. Voilà. Je sais pas de quoi, je peux pas faire des statistiques, mais plus que j'en ai accompagné à l'opération, mais voilà, ça a été pendant les 9 ans, 10 ans dans lesquels j'ai travaillé en sexologie clinique. Après, avec mon installation, j'ai vu des gens qui se sentaient partiellement mal dans leur peau, mais pas à l'extrême du spectre comme dans le transsexualisme. Alors là, oui, ça c'est facile de les aider à bien se sentir à se sentir mieux dans leur peau d'homme ou de femme. Ça, alors j'en ai eu quand même pas mal. Mais c'est pas ce dont on parle en termes de transsexualisme ou transgenrisme. Mais j'ai pas déjà assez de chiffres pour faire des statistiques, voilà. Bien sûr, ouais. J'ai pas consacré ma vie à ça. Puis en plus, j'ai pas fait vous voyez, j'aurais dû me préparer pour aller voir tous les cas, mais en plus, j'ai plus accès puisqu'ils étaient en grande partie OHU. J'ai enfin au moins me poser la question. Peut-être une autre fois, je ferai l'effort d'aller voir. Je vous pose la question à chaque fois que vous venez. Merci en tout cas, Dr Chaton, pour ces perspectives que vous avez partagées avec nous. Merci à vous. Ce qui est sûr, c'est que l'enseignement autour du changement de genre qui est dispensé dans les écoles est très affirmatif, exclusivement positif. On voit que des structures qui sont militantes proposent de plus en plus une vision idéalisée du changement de genre. Donc c'était intéressant de vous entendre sur les risques, sur les conséquences que peuvent avoir ces façons de présenter la non-binarité aux plus jeunes. Merci, j'espère que ça va pouvoir aussi répondre aux questionnements de certains téléspectateurs plus jeunes qui sont dans ces situations complexes de questionnement de genre. J'espère, oui. On se reverra peut-être une prochaine fois pour poursuivre la discussion, mais en tout cas, un grand merci pour votre rapport aujourd'hui. Mais merci à vous de m'avoir permis d'aborder ces importantes questions qui sont chères à mon cœur.